Sophie et moi, c'était l'histoire d'une amitié presque fusionnelle, née sur les bancs du lycée. 15 ans de complicité, de secrets partagés, de rires et de larmes. Elle était bien plus qu'une amie. Elle était ma sœur de cœur, ma confidente la plus précieuse. Je me souviens encore de notre première rencontre. 2 adolescentes timides, assises côte à côte en classe de seconde, qui ont rapidement compris qu'elles étaient faites pour se comprendre. Des heures de discussion, des confidences murmurées, des rêves échangés. Sophie était ce genre d'amie rare avec qui tout semblait simple et naturel. Les années ont passé et notre amitié est devenue un pilier de ma vie. Quand j'ai rencontré Marc, Sophie était la première à me dire que je méritais le bonheur. Et quand je l'ai épousée il y a 6 ans, elle était là, à mes côtés, témoin de mon mariage, rayonnante de bonheur pour moi. Notre trio était devenu une évidence. Les week-ends ensemble, les vacances partagées, les dîners du dimanche soir où Sophie était considérée comme un membre de la famille. Célibataire à l'époque, elle passait énormément de temps chez nous. Sa présence était un réconfort, une constance rassurante. Quand elle a déménagé dans notre quartier il y a 2 ans, j'étais aux anges. Pouvoir la voir plus souvent, partager le quotidien, échanger un café impromptu ou un dîner entre amis. À ce moment-là, je n'aurais jamais imaginé que cette proximité serait le prélude à la plus grande trahison de ma vie. Sophie était mon amie depuis 15 ans, ma meilleure amie, celle en qui j'avais une confiance absolue, celle qui connaissait mes plus grands secrets, mes plus grandes peurs, celle qui, je le pensais, me voulait du bien plus que quiconque. Comment aurais-je pu imaginer qu'elle me briserait le cœur de la manière la plus impensable qui soit? Tout a commencé subtilement, presque imperceptiblement. Ces petits changements que l'on remarque à peine, ces détails qui passent inaperçus quand on fait confiance aveuglément. Sophie, qui était toujours disponible, a commencé à annuler nos rendez-vous entre filles. Chaque fois, une excuse professionnelle. Le travail est trop chargé, un projet important, je suis débordée. Ces justifications semblaient parfaitement crédibles. À l'époque, je la plaignais même, lui proposant mon soutien. Marc, de son côté, rentrait de plus en plus tard. Des réunions importantes, un client difficile, des deadlines à respecter, des explications qui sonnaient juste, trop juste peu, hêtes. Je ne posais pas de questions respectant sa carrière, sa vie professionnelle. Je me souviens précisément d'un dîner d'anniversaire quelques semaines avant la révélation. Un moment qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Sophie et Marc échangeaient un regard qui a duré une fraction de seconde de trop. Un regard complice, intense, chargé de non-dits. Un instant fugace où j'ai senti quelque chose de déplacé. Mais j'ai chassé cette pensée aussi vite qu'elle était venue. C'était Sophie et Marc, les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Comment aurais-je pu imaginer une seule seconde qu'il se tramait quelque chose entre eux? L'amour que j'avais pour eux était plus fort que mes doutes naissants. Ma confiance était un bouclier contre tous les soupçons. Un bouclier qui allait se briser brutalement, révélant une vérité que je refusais de voir. Ces signes, j'aurais dû les voir. J'aurais dû les comprendre. Mais l'aveuglement de la confiance est parfois le plus grand piège qui soit. Ce samedi matin-là ressemblait à tous les autres. Installé dans mon canapé, mon téléphone à la main, je scrollais distraitement Instagram, buvant mon café matinal. Rien ne laissait présager ce qui allait bouleverser ma vie en quelques secondes. Et puis, ce post. Cette photo qui m'a glacé le sang. Sophie, en robe blanche immaculée, embrassant un homme. Un homme que je connaissais parfaitement, Marc, mon mari. Leur visage était si proche, si complice, si amoureux. Un baiser qui ne laissait aucun doute sur leur relation. La légende était comme un poignard planté dans mon cœur. Enfin mariés après 2 ans d'amour secret. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à garder le secret à cras. Mes mains se sont mises à trembler. Si violemment que mon téléphone a glissé et s'est écrasé sur le sol, je le fixais, comme si ce simple geste pouvait effacer ce que je venais de voir. Mais non, la réalité était là, crue, impitoyable. La date du poste, il y a 2 heures seulement. Ils s'étaient mariés ce matin-là, pendant que je pensais que Marc était en voyage d'affaires.
Chaque détail résonnait comme une nouvelle trahison. Mon cerveau tentait de traiter l'information. Marc, Sophie, mariés, 2 ans d'amour secret. 2 ans pendant lesquels j'avais vécu à côté d'un mensonge permanent. 2 ans où ma meilleure amie et mon mari me trompaient. Littéralement et figurativement. Le monde autour de moi s'était tu. Seul battait le tambour assourdissant de mon cœur brisé. Comment peut-on trahir ainsi la personne qui vous fait confiance? Comment peut-on construire un mensonge aussi élaboré, aussi cruel? La trahison venait de prendre un visage. Et ce visage, c'était celui de mes 2 personnes les plus proches. Les commentaires sous la photo ont été le coup de grâce. Chaque message était comme une nouvelle blessure, un nouveau coup de poignard dans mon cœur déjà meurtri. Enfin, vous n'aurez plus à vous cacher. Le plus beau couple d'Ouzois. Tellement heureux pour vous 2, mes amis, mes collègues, même ma propre cousine. Tous étaient au courant. Tous avaient participé à ce mensonge collectif. J'étais la seule à être restée dans l'ignorance, la seule à ne rien savoir. Le téléphone tremblant entre mes doigts, j'ai composé le numéro de Sophie. Sa voix, quand elle a décroché, était étrangement calme. Trop calme. « Je suis désolée que tu l'apprennes comme ça », m'a-t-elle dit. Comme si on parlait d'une contrariété mineure, d'un malentendu sans importance. « Mais l'amour ne se contrôle pas », a-t-elle ajouté. « L'amour ne se contrôle pas, et la loyauté, et le respect, et notre amitié de 15 ans. » Je l'écoutais à peine, submergée par le flot de trahison. Comment avait-il pu me faire ça? Comment avait-il pu construire cette relation dans mon dos pendant des années? Chaque souvenir commun devenait soudain suspect. Chaque moment partagé semblait désormais souillé par leurs mensonges. Et moi, je n'étais plus qu'un spectateur de ma propre vie, regardant l'édifice de mes certitudes s'effondrer pièce par pièce. La vérité venait d'exploser, et je me tenais là, impuissante, au milieu des décombres de ma confiance. Une semaine après la révélation du mariage, alors que je tentais tant bien que mal de survivre à cette double trahison, ma sœur m'a appelée. Sa voix tremblait, ce qui m'a immédiatement mise en alerte. « Tu as vu le dernier post de Sophie ?» m'a-t-elle demandé. Non, je n'avais pas vu. Depuis la découverte de leur mariage, j'avais décidé de me couper des réseaux sociaux, de fuir toute trace de leur bonheur nouvellement affiché. « C'est une échographie », m'a-t-elle dit. « Sophie est enceinte. De 3 mois. Le monde s'est arrêté de tourner. Les dates correspondent parfaitement. » Pendant que Marc me répétait inlassablement qu'il ne voulait pas d'enfant, qu'il n'était pas prêt, qu'il fallait attendre, il en faisait un avec ma meilleure amie. Pendant que je pleurais sur l'épaule de Sophie, lui confiant mes frustrations conjugales, mes désirs de maternité sans réponse, elle portait l'enfant de mon mari. Un enfant! Un être qui allait naître de cette trahison, qui serait la preuve vivante de leur amour et de mon abandon. L'ironie était si cruelle qu'elle en devenait presque surréaliste. Comment peut-on tomber aussi bas? Comment peut-on détruire autant de vies en si peu de temps? Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Une femme trahie, abandonnée, remplacée. Et ce bébé à venir serait le témoin permanent de cette trahison. Le pire dans cette histoire? Sophie voulait que je sois la marraine de cet enfant. Oui, vous avez bien lu. Après m'avoir tout pris, elle avait encore l'audace de me proposer ce rôle. Un long message m'est parvenu, empreint d'une hypocrisie déconcertante. « Malgré tout ce qui s'est passé, tu restes ma meilleure amie », écrivait-elle. « Je ne vois personne d'autre pour être la marraine. » Ces mots résonnaient comme une parfaite démonstration de son cynisme. Comment pouvait-elle imaginer une seule seconde que je voudrais être proche de cet enfant? Cet enfant qui serait la preuve vivante de sa trahison, le fruit de sa relation avec mon mari. Je revoyais tous nos moments passés, ses confidences, ses rires, ses secrets partagés. Tout semblait désormais souillé, transformé en mensonge permanent. 3 mois après cette découverte, je réalisais que les signes étaient là, depuis longtemps. Les soirées subitement annulées, les regards complices, les messages échangés tard le soir. J'avais été tellement aveuglée par ma confiance que j'en étais devenue sourde et muette. Je ne savais plus ce qui me faisait le plus mal. La trahison de l'homme que j'aimais ou celle de la femme que je considérais comme ma sœur. Il n'avait pas seulement détruit mon mariage,
Ils avaient anéanti 15 ans d'amitié et ma capacité à faire confiance. À vous qui regardez cette vidéo, faites attention aux signes. Les personnes les plus proches sont parfois celles qui peuvent vous blesser le plus profondément. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, racontez-moi en commentaire comment vous avez réussi à vous reconstruire. Votre histoire pourrait être un message d'espoir pour d'autres. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mon parcours de reconstruction. Parce que oui, la vie continue, même après la pire des trahisons. La reconstruction ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Ce n'est pas un chemin droit et balisé, mais un sentier tortueux parsemé de doutes, de larmes et de moments de rage. Les premières semaines ont été un enfer. Je me réveillais chaque matin avec le poids de la trahison, comme une chape de plomb sur ma poitrine. Mon appartement, autrefois notre foyer, était devenu un territoire de souvenirs douloureux. Chaque objet, chaque photo, chaque meuble me rappelait Marc et Sophie. J'ai d'abord choisi la thérapie. Pas par courage, mais par nécessité pure. Mon thérapeute m'a dit que je devais apprendre à me reconstruire, non pas en effaçant la douleur, mais en l'intégrant. « Votre histoire ne s'arrête pas à cette trahison », me répétait-elle. « Elle continue, et c'est vous qui en écrirez les prochains chapitres. » J'ai commencé par des petits gestes, ranger les photos, donner les vêtements de Marc, réorganiser mon espace. Chaque action était un micro-acte de libération. Les nuits étaient les plus difficiles. Le silence hurlait les souvenirs de celle qui fut ma meilleure amie, de celui qui fut mon mari. J'alternais entre des moments de rage incontrôlable et un vide abyssal. Mais un jour, j'ai compris que me reconstruire ne signifiait pas les oublier. Cela signifiait les transformer en une force, en une leçon. Je ne voulais plus être la victime de leur histoire. Je voulais devenir l'héroïne de la mienne. La renaissance n'est pas un long fleuve tranquille. Elle se construit jour après jour, avec des moments de doute et de force. J'ai décidé de tout recommencer. Déménager, changer de travail, me réinventer. Ce n'était pas une fuite, mais un acte de libération. Chaque nouvelle décision était un pas vers ma liberté. Mon travail de freelance est devenu mon refuge. Je me suis spécialisée dans le conseil en communication, transformant ma douleur en énergie créative. Chaque projet était une victoire personnelle, la preuve que je pouvais reconstruire ma vie, mes rêves, mon identité. Les amis véritables sont apparus. Pas ceux qui avaient gardé le secret de Marc et Sophie, mais ceux qui m'ont soutenu sans jugement. Ma sœur en particulier a été mon pilier. « Tu es plus forte que cette trahison », me répétait-elle. J'ai appris à me pardonner d'avoir été aveugle, de m'être fait trahir, d'avoir mis tant de temps à réagir. La thérapie m'a aidé à comprendre que je n'étais pas responsable de leur trahison. Aujourd'hui, je raconte mon histoire, pas pour me victimiser, mais pour aider celles et ceux qui traversent des épreuves similaires. Ma chaîne YouTube est devenue un espace de partage, de résilience. Je ne suis plus la femme que j'étais. Je suis devenue celle que je devais être. Forte, indépendante, libre. À vous qui me regardez, qui avez vécu des trahisons, la vie continue. Et elle peut être belle, très belle, même après les pires moments. La reconstruction commence quand vous décidez que votre histoire ne s'arrête pas à la douleur, mais commence avec votre résilience. Pour me soutenir, mets un gros pouce bleu et abonne-toi.